Sérieusement, j'aimerais remercier au nom des candidats là, qui m'entourent, candidats présentés par le Parti communiste sur la Côte d'Or, tous les camarades militants de notre fédération, mais aussi militants aussi dans les instances nationales du Parti communiste, comme on le dit, et notamment Sylvie Maillère pour son investissement pour la réussite de cette journée, de cette soirée. Fabien Cohen, co-animateur de la commission santé, évidemment notre animateur de la soirée Jean-Philippe Milési, et puis à mes côtés Bruno Forest, militant de Côte d'Or mais président de la Crèce Bourgogne, et tous les acteurs de l'ESS qui nous ont reçus dans la journée. Alors c'est vrai qu'avant d'aborder le cœur de notre débat, quelle politique en faveur de l'avenir, du développement de l'économie sociale et solidaire, resituer notre débat de ce soir, avant d'aller sur les propositions que le Parti communiste, que nous, candidats, nous portons dans cette campagne. Parce que c'est vrai que ce débat, ce soir, se situe à 18 jours, je crois, du premier tour d'élection présidentielle. Aussi, on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert encore un débat sur le contenu, sur le projet? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux plus importants? Alors, je sais que tout nous pousse dans cette campagne, et encore le débat d'hier soir, quand on voit ce que ça a pu donner, tout nous pousse dans cette campagne à considérer d'une part que les jeux seraient faits, il y aurait les grands candidats, les petits candidats, comme on l'a entendu se gargariser encore ce matin, y compris dans les services publics des médias, et que tout serait fait sur l'issue de ce scrutin, et d'autre part que ce serait l'élection du président de la République qui décidera de l'avenir de nos vies et du pays. Pour ma part, je sais que certains le partagent aussi, je ne crois pas complètement à cela. En tout cas, je ne m'y résigne pas. Je dis ça qu'à ce jour, il y a beaucoup d'électeurs qui sont indécis ou qui s'apprêtent à s'abstenir, tant on leur sert une campagne et des débats qui ne parlent pas de leur vie, de leur quotidien, et une campagne où les affaires, d'argent notamment, les détournent des véritables enjeux et font obstacle au débat démocratique. Alors justement, moi je vous propose ce soir de partir des préoccupations des citoyens, des salariés, des acteurs sociaux, ici les acteurs et nous aussi, même si on n'est pas, des fois on ne se situe pas comme acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais on y participe, les préoccupations, les propositions pour améliorer nos vies et l'avenir du pays. Et je tiens à dire que les communistes d'ailleurs ont engagé la campagne des élections présidentielles et législatives dans ce sens. Tout d'abord en menant ce que nous avons appelé une consultation citoyenne pour recueillir les exigences des gens que nous avons rencontrés. Évidemment, je ne vous ferai pas la restitution ici, elle est disponible si vous la voulez, mais ce que je veux souligner en disant cela, c'est que la majorité des personnes interrogées veulent de manière très forte plus de protection au sens large pour elles-mêmes, leurs enfants, pour l'environnement, plus de solidarité, de démocratie et moins de pouvoir pour l'argent. Et c'est d'ailleurs à partir de cette enquête, mais aussi toutes les consultations, les échanges avec les forces vives du pays, acteurs du mouvement social, associatif, mutualistes aussi, économiques, que nous avons bâti notre programme pour le pays, celui-ci, la France en commun. C'est une contribution du Parti communiste pour la campagne des présidentielles, où nous appelons à voter Jean-Luc Mélenchon, et que nous portons, nous candidats et militants, pour les législatives. Je dis bien une contribution, car notre volonté, depuis des mois, c'est de construire un pacte d'engagement commun, de faire grandir des solutions de gauche dans le pays, en rupture avec les politiques libérales, en rupture avec le quinquennat qui se termine, et pour pouvoir construire une majorité politique qu'on puisse mettre en œuvre. Car moi, je tiens à leur dire ici, en tant que candidate, ce qui va compter aussi à partir du 18 juin, ce seront les lois que nous, mes chers camarades, si nous sommes élus députés, auront à proposer, à travailler avec vous, avec les citoyens, à proposer, et qui seront votées au Parlement, quel que soit le président qui sera élu le 7 mai. Et si je prends l'exemple concernant l'économie sociale et solidaire, la loi nommée, la loi 4, qui a été votée en juillet 2014, nommée Hamon, puisqu'il était le ministre de l'ESS, si nous, les députés, et au Parti communiste et au Front de gauche, nous l'avons trouvée pas assez audacieuse, force est de constater qu'elle a été quand même amoindrie par la suite, dans les années après, par les lois Macron et aussi par la loi El Khomri. Par exemple, sur le droit d'information aux salariés sur la situation de leur entreprise
leur permettre d'envisager la reprise de leur entreprise. Donc ce que je veux souligner là, c'est que c'est bien du nombre de députés de gauche, anti-austérité, engagés et combatifs, c'est ce nombre-là qui pourra permettre aussi des avancées de progrès sociaux, écologiques et démocratiques. Et je pense que sur la question de l'économie sociale et solidaire, j'ai fait ce retour en arrière sur 2014. Sur le contexte en 2012, alors je ne vais pas parler non plus à la place des acteurs de ce secteur, mais pour avoir un peu regardé deux, trois éléments et avoir participé à la campagne, à la construction de la campagne et ce qui s'est passé dans tout ce quinquennat, il y a eu à ce moment-là un front commun des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour porter un projet qui aboutit à cette loi cadre de juillet 2014. Une loi qui a fixé un cadre juridique, mais qui ne va pas, en tout cas pour nous, mais je ne parle pas que pour nous les communistes, en tout cas, pour développer une économie sociale et solidaire réellement transformatrice. Car nous, partis communistes et candidats, nous portons un programme, la France en commun, qui met l'humain au cœur de nos propositions. Et l'ESS, je dirais, je reprendrai une formule qui n'est pas de moi, qui est celle de Jean-Philippe Milesi, l'ESS ne peut se résumer à être un fauné du libéralisme humanisé. Oui, pour nous, l'ESS peut et doit être partie prenante d'un projet de transformation sociale. D'ailleurs, c'était sa finalité à l'origine de ce mouvement. Vous en parlerez certainement mieux que moi. Et donc, elle peut être un levier pour transformer le travail, permettre une démocratie citoyenne et sociale plus importante et permettre la satisfaction des besoins. Donc, dans cette période de campagne, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs secteurs, je sais pas, mouvements, fédérations de l'ESS, organisations qui portent déjà, tout à l'heure, le responsable de la mutualité le disait, portent auprès des candidats, notamment présidentiels, des propositions pour aller déjà plus loin que la loi cadre. Je tiens aussi à mentionner quand même sur cette question de la solidarité qui est quand même, parce que moi j'aime bien regarder aussi ce qu'est la France réellement, quoi, hein, qu'est-ce qui est porté majoritairement par les organisations et par les citoyens. Et je voudrais juste m'appuyer sur l'appel des solidarités qui est porté par 80 ONG et qui interpelle justement sur des solutions pour faire vivre en acte la solidarité comme solution pour sortir de la crise dans laquelle nous vivons. Sur la question sur le développement de l'ESS, quand je dis il y a recherche pour un nouveau développement de l'économie sociale et solidaire, certains aujourd'hui pourraient se résigner, c'est un risque dans le secteur de l'ESS, à se dire pourquoi on ne se tournerait pas vers des solutions de type qui existent dans le pays, de demander par exemple de rester tributaire des subventions de l'État, ou alors de demander d'être aussi considéré comme d'autres entreprises pouvant bénéficier de crédit d'impôt recherche, CICE, ou d'exonération sociale, ou de subventions de collectivités locales, qui tout cela mis bout à bout peut ponctionner et les services publics qui dépendent de l'État, donc l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Voire aussi de demander des statuts différents pour les salariés et donc d'amoindrir aussi la protection pour les salariés. Je ne dis pas ça pour mettre en accusation qui que ce soit, mais pour montrer dans quelle situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. D'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire qui étaient réunis en mars dernier aux rencontres de la Plaine affirment plutôt une volonté d'un entreprendre autrement, puisque la question de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi entreprendre autrement, fondée sur la propriété collective, la gestion démocratique, la non-lucrativité, c'est-à-dire l'affectation des nécessaires résultats au développement du progrès commun, ancré dans les enjeux de notre époque. En bref, ce qu'ils souhaitent, ils veulent participer à se démarquer de la logique libérale. Ce que nous voulons, nous, Parti communiste, je vais venir sur les 8 propositions très synthétiquement, porter comme proposition cette campagne, qui pourrait demain être portée à l'Assemblée nationale. Nous voulons porter plutôt un enrichissement de la loi cadre de 2014. Nous ne sommes pas le tout ou rien, où demain nous allons raser gratis pour prendre une vieille formule, mais nous inscrivons dans un processus pour gagner des batailles et des victoires. Donc plutôt renforcer, donc ces propositions visent à renforcer la démocratie, la justice fiscale et surtout instaurer un véritable droit des salariés à reprendre leur entreprise.
Donc ces 8 propositions s'articulent, que nous soumettons au débat, hein. Évidemment, elles ne sont pas figées, on les met dans le débat. Les 2 premières se fixent comme objectif de prendre le pouvoir sur la finance. D'ailleurs, vous verrez, pour ceux qui l'ont lu, et je vous invite à le lire, c'est le premier axe du projet de la France en commun. Il faut savoir que 60% des actifs financiers, bancaires, assurantiels sont théoriquement entre les mains des 50 millions de citoyens dans les banques coopératives. Une bonne part de cet argent, il est vrai, est utilisé à des réalisations qui correspondent à des besoins. Mais toutes ces institutions ont, au fil des années, hein, aussi sous les pressions, modifient leurs objectifs, et souvent elles se plient à une certaine règle, et bien celle du profit maximum. Voilà. Donc c'est pourquoi nous développons la première proposition par rapport à ces banques coopératives, banques populaires, caisses d'épargne, crédit agricole, crédit coopératif, crédit mutuel. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont dans ces banques-là. C'est de refondre par la loi les statuts des banques coopératives et redéfinir la place des échelons nationaux pour garantir les pouvoirs des sociétaires dans les caisses locales. Et comme le dit souvent ma voisine qui est située à ma droite, Sylmière, des fois on oublie les pouvoirs que nous avons comme sociétaires dans ces banques coopératives, donc utilisons-les et essayons de nous organiser déjà avec ce qui existe pour pouvoir pousser plus loin. Je n'ai pas tort. Ensuite, c'est rendre effective la révision coopérative, instaurer une autorité citoyenne de contrôle avec les pouvoirs de sanction en cas de manquement avéré au statut et à cette loi. La deuxième proposition touche à la fiscalité des structures de l'économie sociale et solidaire. On en a parlé aujourd'hui d'ailleurs avec certaines qu'on a rencontrées, on aurait peut-être besoin encore plus de creuser. C'est réexaminer l'ensemble de la fiscalité applicable aux sociétés de personnes inscrites dans une activité d'intérêt général ou d'utilité sociale reconnue pour co-construire, il ne s'agit pas d'imposer, mais de co-construire une nouvelle fiscalité plus juste pour ceux qui développent l'économie sociale et solidaire et pour les citoyens qui en bénéficient, ainsi que les territoires. La troisième proposition s'inscrit dans la volonté de produire autrement, que ce soit socialement, démocratiquement, écologiquement. Donc c'est d'essayer d'inventer, d'expérimenter, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas bien ce terme-là, mais enfin bon, il faut bien de temps en temps expérimenter, l'utilisation du statut de société coopérative d'intérêt collectif, SIC, pour redéfinir aussi quel doit être le modèle de service public du XXIe siècle. Ah, on en a parlé avec la brochure, mais en poussant sur la démocratisation des structures, intégrant les usagers, les salariés aux prises de décision. Et puis, c'est mettre en œuvre la loi d'économie sociale et solidaire pour prioriser les structures de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, je vais le dire plus vite, dans la commande publique. C'est-à-dire qu'on mette en priorité aussi dans la commande publique qui est faite par les collectivités, par l'État, les structures de l'économie sociale et solidaire, que ce ne soient pas seulement les grandes multinationales ou les grands groupements, y compris qui puissent accéder à la commande publique. Ensuite, il faut aussi, dans la proposition 4, nous développer aussi la nécessité d'un environnement favorable à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous proposons de renforcer la formation à l'ESS à tous les niveaux, depuis les activités scolaires jusqu'à l'université et dans la formation permanente. Combien de citoyens, moi je me mets dedans, si je n'avais pas aussi cette activité militante, serait complètement inculte, ignorant, mais c'est pas méchant ce que je dis, sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Son histoire, mais aussi son futur. Et c'est soutenir la création de structures de l'économie sociale et solidaire autonomes, de renforcer par exemple les chambres régionales de l'ESS, les CRES. Et c'est développer aussi des financements pour ces structures, affecter par exemple notamment une part obligatoire des dépôts des banques coopératives au financement de l'économie sociale et solidaire. La proposition 5 est essentiellement tournée sur la nécessité d'octroyer des nouveaux droits, des nouveaux pouvoirs d'intervention pour les salariés, d'instaurer en cas de fermeture ou de délocalisation de leur entreprise un droit de veto suspensif par les élus du personnel, une obligation d'examiner les propositions des salariés pour sauvegarder activité et emploi. C'est une proposition qu'on retrouve dans cette partie sur l'économie solidaire, mais je tiens à dire cette proposition que les communistes développent sur l'ensemble de la question de l'entreprise. Donc c'est instaurer un droit de reprise en coopérative de l'activité par les salariés,
associer des aides financières, un accompagnement technique, la gestion, le management, pour pérenniser, parce qu'on ne s'instaure pas d'un seul coup gestionnaire d'une entreprise, et pour donc aider au développement de l'activité économique et sociale. On prend par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici maintenant, les Fralib, hein, ils sont même venus nous rencontrer ici à Dijon il y a quelques années, mais tout récemment aussi les difficultés, alors je ne dirais pas échec, parce que ça serait dur de le dire comme ça pour ces salariés en lutte, mais des COPLA, hein, s'ils avaient pu justement avoir été accompagnés, donc c'est la seule entreprise en France qui produit des barquettes en aluminium et qui n'a pas été du tout soutenue par les pouvoirs publics, ni toutes les instances pour justement permettre la reprise de l'entreprise Ecopla par les salariés qui le souhaitaient, qui étaient prêts à le faire. Une sixième proposition, c'est de développer les coopératives d'activité d'emploi. Bon, ça fait très technique comme terme, mais justement, et ça se développe déjà en France, beaucoup y pensent maintenant, et je pense que c'est une proposition qui est d'avenir, puisqu'elle vise à protéger les auto-entrepreneurs, les salariés indépendants et tous ceux qui sont dans le système, on va dire, maintenant on connaît tous le mot, de l'ubérisation. Hein. Et il y a déjà des salariés, des jeunes salariés de livreurs, mais vous avez vu aussi qui pensent à cette formule-là, et donc il y a besoin d'accompagner là aussi ces salariés-là pour justement avoir un statut qui leur permette de recevoir un salaire et de bénéficier de la couverture sociale comme un salarié, entre guillemets, classique. La proposition numéro 7, c'est de pouvoir contrôler, évaluer par les citoyens l'économie sociale et solidaire, puisque quand on dit démocratie pour les salariés, mais démocratie aussi par les citoyens, par les élus, quand on a parlé des territoires et des bassins de vie. Donc il faut renforcer ces outils de contrôle, d'évaluation, des structures du fonctionnement de l'ESS. C'est d'ailleurs au cœur, normalement, de l'économie sociale et solidaire, mais faut-il encore qu'on développe encore plus. Et puis la dernière proposition, elle est beaucoup plus large, mais en même temps, elle se pose de façon de plus en plus dans notre société. C'est qu'à travers l'économie sociale et solidaire, on pourrait aussi permettre d'avoir un réel échange, une vraie discussion et un travail sur la question du statut de l'entreprise. Voilà. Moi, je suis effaré quand on me dit c'est le candidat des entreprises. Ça veut dire quoi? Quand il y a des patrons, quand il y a des salariés, le candidat du capital, le candidat des... Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à un nouveau statut de l'entreprise dans notre pays, et certainement qu'à travers aussi l'économie sociale et solidaire, les acteurs, on peut engager ce travail-là pour justement qu'il n'y ait pas d'un côté les usagers, de l'autre côté les salariés, ceux qui décident, les décideurs économiques, ceux qui ont le capital, etc. Voilà un petit peu, très brièvement, je pense que j'ai été trop longue dans mon introduction, ce que je voulais développer, mais ces propositions, ce n'est pas des propositions, vous le voyez bien, qui sont techniques. Elles s'articulent dans un projet politique, je l'ai dit, qui met l'humain au cœur des propositions, et elles réinterrogent justement ce que je trouve un peu trop absent, je ne dis pas par rapport à tous les candidats, ce n'est pas une question de candidats, mais dans le débat public et démocratique tel qu'il nous est imposé aujourd'hui, où, on l'a dit tout à l'heure, bon, hier soir, il n'a pas été question spécialement de la santé, ni des services publics. Et donc, on a l'impression qu'on vit cette campagne, plus à travers les grands débats médiatiques, et passer par toutes ces rencontres, je dirais, citoyennes, comme ce soir, mais même si on essaie de les multiplier les uns les autres sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie de votre attention.